Les 10, 11, 12 avril, c'est le Salon de l'Auto de l'Outaouais, 5e édition. Véhicules à essence, électrique et hybride. 23 concessionnaires, plus de 170 véhicules. Et c'est routiers, conférences et plus encore. Nouveautés, véhicules récréatifs sur place. Complexe Branche-Aubrière à Gatineau. Une production des studios Bars. L'épisode de cette semaine est une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec. Votre source incontournable d'informations. Retour sur le EV & Charging Expo 2026 de Toronto. Le marché du recyclage des batteries aura une grande croissance dans les prochaines années. Stellantis pourrait ouvrir ses portes à la chinoise Leapmotor. Purolator ajoute 100 fourgonnettes électriques à sa flotte. Et Switch Energy propose la technologie SwitchTap. La chronique Supercharge, on nous parle de l'impact de la hausse du prix du pétrole. Réflexion branchée, Claude parle de l'inaction de l'humain à l'ère des réseaux sociaux et de la démocratie. Et en grande entrevue, on parle à deux heureux propriétaires de la Cadillac Optique. Je les ai essayés les deux au Salon des véhicules électriques en mai, je crois, mai dernier. Donc, dans le même parcours, un à de l'autre. Donc, là, dans les rues de Montréal, bossé. Donc, là, je trouvais que le Cadillac était toujours une coche en haut du Ioniq. Bienvenue à Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un magnifique 2 semaines. Moi, pour ma part, ce fut un magnifique 2 semaines. Le congé de Pâques est entré là-dedans. Je reviens tout juste de Toronto où je suis allé là, à un événement qui rassemble les acteurs de l'industrie dans le domaine de l'électrification des transports, donc la recharge des véhicules et les véhicules électriques. Je participais à 2 panels là-bas, fort intéressants. Et puis, on voit un peu là, que, d'une part, on vit des situations très semblables, hein, peu importe où on se trouve au Canada, avec un degré d'implication gouvernementale qui varie évidemment. On comprend que toutes les provinces n'ont pas les 2 pieds embarqués de la même façon dans le mouvement, mais quand même, les gens de l'industrie, eux, sont à peu près rendus à la même place dans leur vision, dans leur développement, dans leurs enjeux. C'est toujours intéressant là, de pouvoir se partager un peu là, les bons coups qu'on a faits. Puis évidemment, au Québec, je ne vous cache pas, un peu comme la Colombie-Britannique, d'ailleurs, on est en avance sur les autres provinces, ce qui fait qu'on est souvent observé, on nous pose beaucoup de questions et on veut apprendre de ce qu'on a fait. C'est très motivant et ça démontre là qu'il y a définitivement un engouement. Puis je pense que le retour de la subvention fédérale, la subvention également pour les véhicules lourds au Québec qui est revenu, on sent que ça reprend. Évidemment, on a un peu le pied sur le frein encore, un peu à cause de nos voisins au sud, mais une fois, et on l'espère que ce problème-là au sud sera réglé, je pense qu'on va être capable de reprendre une belle aire d'aller. Là, donc, ça reste que malgré tout, c'est très positif ce qui se passe. Écoutez, je vous rappelle que vous pouvez en tout temps nous laisser des questions sur notre boîte vocale numérique, questions.silenceonroule.com ou encore vous allez sur notre site web au silenceonroule.com. Puis en haut à droite, là, vous avez l'information pour nous laisser un message, nous écrire ou nous laisser un message. Puis c'est une boîte vocale numérique, donc avec votre micro cellulaire ou sur votre ordinateur, vous nous dites, vous nous posez votre question et puis on va essayer d'y répondre. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, on a cette semaine M. Alain Ranger qui a posé une question qui est loin d'être une question bête, une question qui revient très souvent, très pertinent de poser la question. Donc, je vous fais écouter la question et on vous donne la réponse ensuite. Oui, bonjour. Je suis fidèle auditeur de votre podcast, puis j'adore vos chroniques. Mais j'aurais une question bien technique au sujet de la borne de recharge. À l'occasion, je recharge ma voiture à l'intérieur de mon garage, puis c'est une borne de 110 volts. Puis j'ai la possibilité de le charger à l'extérieur avec une borne de 220 volts, niveau 2. Je voudrais savoir s'il y a une différence pour le prix, si c'est plus économique de charger sur le 220 volts ou c'est pareil avec le 110. Bien, merci. C'est une excellente question, M. Ranger. Je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. Disons que du point de vue
physique électrique, là, du point de vue, si on y va purement du point de vue mathématique. Ce qui nous est facturé par Hydro-Québec, ici au Québec, c'est pas les volts, hein, c'est l'énergie qu'on va consommer, la quantité d'énergie qu'on va mettre dans la batterie. Moi, je vous dirais, la plus belle analogie que vous pouvez pas faire par rapport à ça, c'est, par exemple, si vous avez un compteur d'eau, si votre ville là, vous facture là, l'eau en fonction de la quantité que vous consommez, et vous me posez la question suivante, remplir ma piscine, est-ce que ça va me coûter plus cher avec une petite hose ou une grosse hose? Ben, en fait, vous allez mettre la même quantité d'eau dans la piscine. Avec la petite hose, ça va être plus long, mais vous allez avoir mis la même quantité d'eau. Donc, on va vous facturer théoriquement le même prix. Vous allez avoir mis le même nombre de litres d'eau dans votre piscine. Même chose avec votre voiture quand vous arrêtez avec une voiture à essence dans une station-service. Si vous pèsez le pistolet, là, vous ne l'enclenchez pas dans le fond, vous l'enclenchez juste, on va dire, au tiers là, pour que l'essence coule plus lentement. Ça va être plus long remplir votre réservoir, mais quand le réservoir va être plein, ça va vous avoir coûté le même prix que si vous remplissez votre réservoir d'essence plus vite. Donc, théoriquement, la réponse simple, c'est non, ça ne vous coûtera pas plus cher vous charger sur le 240 volts que sur le 120 volts. Donc, l'un ou l'autre, ça va prendre plus de temps sur le 120 volts que le 240, mais théoriquement, vous allez mettre le même nombre de kilowattheures dans votre batterie, donc ça va vous coûter le même prix. Maintenant, si on veut être vraiment pointilleux, parce que je le sais, quand je dis des choses comme ça, il y a toujours quelqu'un là, qui va m'arriver, puis tu sais, le genre de personne qui vient te relever une erreur de calcul, là, 3 chiffres après le point, là, comme on dit. Bien, souvent, quand on charge notre voiture sur le 120 volts, étant donné si on la charge, par exemple, au maximum du circuit 15 ampères là, de notre prise 120 volts, ben on va tirer énormément d'énergie. On est à la limite là, de la capacité de ce que les fils électriques peuvent prendre dans une période prolongée. Donc, les fils chauffent un petit peu, la résistance des fils augmente un petit peu, donc il va y avoir un petit peu plus de pertes. Donc, théoriquement, quand on se charge sur le 120 volts, ben, on devrait avoir un peu plus de perte d'énergie, ce qui fait que ça devrait nous coûter un petit peu plus cher. Bon, tu sais, sur une facture de, je sais pas moi, 8 $, mettons que vous remplissez une batterie qui est vide, là, de 80 ou 70 kWh, ben, au lieu de coûter 8,02 $, ça va peut-être vous coûter 8,03 $. Là. Vous voyez le genre, donc c'est vraiment s'enfarger dans les fleurs du tapis. Donc, moi, je vous dis, tenons-nous-en à la réponse basée sur les faits mathématiques, là. C'est-à-dire que théoriquement, que vous chargez sur le 120 ou le 240 volts, ça ne changera rien. Vous allez mettre la même quantité d'énergie dans votre véhicule. Ça va donc vous coûter le même prix puisque c'est l'énergie qu'Hydro-Québec vous facture. J'espère que c'est clair. Aujourd'hui, on a un épisode, encore une fois, très bien rempli. Notre ami Laurent Gigon avec sa chronique à saveur technologique, une recherche et développement. On a également une chronique des réflexions branchées de notre ami Claude Gauthier. Toujours d'excellentes chroniques qui prêtent à réfléchir. Et en grande entrevue, on parle d'une voiture qu'on voit de plus en plus sur nos routes, qu'on associe à tort, je pense, à une voiture qui est trop chère. Donc, souvent, on ne l'envisage même pas dans nos choix de magasinage de voitures électriques. C'est la Cadillac Optiq. Et là, on a 2 propriétaires de Cadillac Optiq qui vont nous parler de leur véhicule et qui vont vous dire ce qu'ils aiment ou aiment moins du véhicule. Mais je pense que c'est intéressant d'écouter cette entrevue-là, ne serait-ce que pour comprendre que finalement, ça peut être un choix à considérer pour bien des acheteurs au Québec. Sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Chez Bourgeois Chevrolet, l'électrique, ce n'est pas l'avenir, c'est maintenant. Ici, pas de pression, pas de vente forcée. Juste une équipe qui vous écoute vraiment et qui vous accompagne selon vos besoins. Parce qu'acheter un véhicule électrique, ce doit être simple, clair et agréable. Bourgeois Chevrolet, c'est le spécialiste en véhicules électriques au Québec, autant pour la vente que pour la mécanique. Des conseillers passionnés, des techniciens certifiés, bref, des pros qui savent de quoi ils parlent. Et quand on parle de service, on parle de vrais services. Une flotte complète de véhicules de courtoisie 100% électriques parce qu'on veut que vous restiez en électrique du début jusqu'à la fin. Mieux encore, profitez de notre service gratuit de voiturier. On va chercher votre véhicule directement chez vous et on vous le ramène une fois l'entretien terminé. 0 déplacement, 0 stress. Le jour de la livraison, on prend le temps. On vous fait une explication détaillée de votre véhicule électrique. Recharge, application, conduite, fonctionnalité. Vous repartirez maître de votre VE. Et ce n'est pas tout.
Bourgeois Chevrolet est le premier récipiendaire au Canada du prestigieux EV Award Hall of Fame de Plug and Drive. Une distinction qui confirme ce que nos clients savent déjà. Ici, l'électrique, c'est notre marque de commerce. Bourgeois Chevrolet, 450-834-2585 ou au www.bourgeoischevrolet.com. Les actualités sont une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un incontournable pour être bien informé et accompagné avec votre voiture électrique. Devenez membre en visitant le www.aveq.ca. Porté par la montée fulgurante des véhicules électriques, le marché du recyclage des batteries lithium-ion automobiles connaît une croissance rapide et stratégique. Selon les prévisions, ce secteur passera de 12,9 milliards de dollars en 2025 à 36,3 milliards de dollars en 2032, soit un taux de croissance annuel composé de 16 %. Cette progression reflète l'importance de la croissance de la gestion des ressources et de la circularité de l'industrie automobile. L'essor du véhicule électrique entraîne une demande accrue pour les matériaux critiques comme le lithium, le nickel, le cobalt et le manganèse. Le recyclage devient ainsi un pilier fondamental pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement, réduire les dépendances aux importations et limiter l'impact environnemental de l'extraction minière. Parmi les différentes méthodes de recyclage, le procédé hydrométallurgique s'impose comme étant une solution dominante pour les années à venir. Cette technique permet de récupérer les métaux critiques avec un haut degré de pureté, facilitant leur réutilisation dans les fabrications de nouvelles batteries. On vous rappelle que l'on peut actuellement recycler à près de 96 % tous les matériaux d'une batterie de véhicule électrique. Avec l'arrivée du standard NACS comme étant le nouveau standard pour l'industrie automobile électrique, on rencontre une multitude d'adaptateurs pour se brancher sur les différents types de connecteurs, mais tous les adaptateurs de recharge pour véhicules électriques ne se valent pas. Dans un paysage canadien où cohabitent plusieurs standards de recharge, la certification de sécurité permet aux conducteurs d'y voir plus clair, mais ça ne suffit pas. Une réglementation demeure nécessaire. Le Canada a choisi une approche de libre marché en matière d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Résultat, les automobilistes aujourd'hui doivent composer avec 3 standards de connecteurs pour la recharge rapide, soit le CCS1, le NACS, qui est le standard qu'on voyait avant uniquement chez Tesla, et le maintenant désuet CHAdeMO. Cette diversité représente un défi concret pour les conducteurs de véhicules électriques, surtout lors de longs déplacements, afin de pallier à les incompatibilités entre les bornes et les véhicules. Les adaptateurs de recharge sont devenus une solution incontournable. Ces produits servent de pont entre le port de recharge du véhicule et une borne, utilisant différents protocoles de communication et élargissant ainsi l'accès à des réseaux de recharge publics partout au pays. Par contre, étant donné qu'ils servent à la recharge rapide et qu'une grande quantité de courant et d'énergie traverse l'adaptateur, les adaptateurs de mauvaise qualité peuvent surchauffer, voire même fondre ou prendre feu ou créer des problèmes électriques à la borne et ou au véhicule. Il est donc recommandé de se limiter, selon l'Association des véhicules électriques du Québec, à utiliser des adaptateurs soit fournis par le manufacturier du véhicule ou encore achetés via l'intermédiaire d'une entreprise tierce sérieuse et reconnue pour la qualité de ces adaptateurs. Il faut à tout prix éviter d'acheter des produits bas de gamme à rabais que l'on peut acheter en ligne dans des manufacturiers d'équipements non certifiés au Canada qui pourraient amener des problèmes très graves pour vous, votre santé ou celle de votre véhicule. Le constructeur automobile Stellantis pourrait ouvrir la porte à une collaboration inédite au Canada. D'après des informations rapportées par Bloomberg, l'entreprise serait en discussion préliminaire avec un fabricant chinois, Leap Motor Technology, afin d'exploiter des possibilités d'assembler des véhicules électriques sur le sol canadien. Selon les sources proches du dossier, les échanges en seraient encore à un stade exploratoire. Toutefois, un site en particulier attire l'attention. L'usine de Brampton, en Ontario, est actuellement étudiée. Cette installation pourrait éventuellement accueillir la production de modèles issus d'un partenariat entre Leap Motor, une marque en forte croissance en Chine, et le marché du véhicule électrique au Canada. Ce rapprochement n'est pas anodin. En 2023, Stellantis a acquis une participation de 20 % dans Leap Motor avant de créer l'année suivante une contre-entreprise baptisée Leap Motor International.
Donc, dans un contexte où l'économie entre le Canada et la Chine tend à s'ouvrir, une entente conclue en janvier 2026 prévoit d'ailleurs l'importation de 49 000 véhicules électriques chinois au pays avec un tarif préférentiel. Cette ouverture commerciale pourrait faciliter l'implantation d'un projet d'entreprise ou de coentreprise ici au Canada. L'entreprise de messagerie Purolator poursuit l'électrification de sa flotte en annonçant l'achat de 100 fourgonnettes de livraison électrique auprès du fabricant américain Workhorse Group. Les véhicules, dis-je, seront livrés progressivement au cours de l'année 2026. Cette acquisition marque une étape significative dans la stratégie environnementale de Purolator. Une fois les nouveaux modèles intégrés, le nombre de véhicules Workhorse en service au sein de sa flotte sera tout simplement doublé. Cela témoigne d'une volonté claire d'accélérer la transition vers des solutions de transport plus durables dans le secteur de la livraison de colis. Pour les propriétaires de véhicules électriques, la scène est familière, voire même frustrante. Vous arrivez dans un stationnement souterrain pour recharger votre véhicule, mais impossible de démarrer avec l'application mobile, faute de réseau. Eh bien, si c'est le cas et que ce n'est pas un réseau avec une carte comme Flow ou le circuit électrique, ben vous êtes pris. C'est précisément le problème que cherche à régler l'entreprise Switch Energy avec sa nouvelle technologie Switch Tap. Dans de nombreux environnements urbains, notamment dans les stationnements intérieurs, l'accès au réseau est limité, voire inexistant. La majorité des bornes sont maintenant connectées et une connexion ou une authentification est requise pour fonctionner. Switch Technology arrive avec la technologie NFC qui est en réponse à cette problématique. Avec Switch Tap, il suffit que l'utilisateur approche son téléphone de la borne pour s'authentifier. Aucun accès réseau public n'est requis. Le fonctionnement est simple. La borne Switch est déjà équipée d'une technologie NFC. Elle utilise donc la propre connexion Wi-Fi sécurisée de la borne. Et lorsque le téléphone transmet les informations d'identification via la NFC, la borne valide l'utilisateur et peut démarrer la recharge. Aucun nouvel équipement n'est nécessaire, ce qui facilite grandement le déploiement. Espérons que d'autres réseaux vont implémenter cette technologie dans les prochains mois et les prochaines années ici au Québec. Le EV Charging Expo organisé à Toronto par Electric Autonomy s'est conclu par la remise de prix soulignant l'excellence de l'expérience de recharge au Canada. Présenté sur la scène principale, le Charge Up Award a remis 5 prix à 5 réseaux qui se sont distingués par la qualité de leur service et de leur excellence, soit BC Hydro EV, le circuit électrique, Flow, Hypercharge et Tesla. L'AVEC tient à féliciter évidemment chaleureusement les équipes derrière cette réussite et souligne l'importance d'offrir aux électromobilistes des réseaux de recharge fiables, accessibles et performants. Le gouvernement fédéral du Canada a annoncé des investissements majeurs visant à accélérer l'adoption des véhicules électriques avec une enveloppe de 10,6 millions de dollars dédiée au déploiement d'infrastructures de recharge publique. L'annonce a été faite toujours lors du EV Charging Expo 2026 à Toronto. Ce financement soutiendra 14 projets à travers le pays, permettant l'installation de plus de 1600 nouvelles bornes de recharge. L'objectif est clair, réduire les zones mal desservies et renforcer la confiance des conducteurs vers la mobilité électrique. La plus grande partie de cet investissement est attribuée à Greater Toronto Airport Authority, qui recevra 2,64 millions de dollars. Ce financement permettra l'installation de 178 bornes de niveau 2 et 70 bornes rapides de 20 à 50 kW et 14 bornes rapides supplémentaires de 50 à 100 kW, consolidant ainsi l'effort de recharge dans le pôle stratégique de transport que représente cet aéroport. À l'autre extrémité du spectre, la compagnie Saputo Dairy Product Canada GP bénéficiera d'un financement de 99 999 $ pour déployer 20 bornes niveau 2 réparties en Alberta, Ontario, le Québec, Terre-Neuve et Labrador. La chronique Supercharge est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre véhicule électrique à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Pour tout connaître de la recherche et développement et des nouvelles technologies qui entourent les véhicules électriques, voici la chronique Supercharge avec Laurent Gigon. Bonjour Laurent. Salut Martin. Écoute, juste avant qu'on entre en studio tous les deux, là, je regardais mon fil de nouvelles Facebook
et je voyais passer les affiches avec le prix de l'essence, puis je me disais, mon Dieu, où est-ce qu'on s'en va? Ouais. Et puis ça tombe bien, aujourd'hui, tu t'en viens nous parler de l'essence. Je viens de vous parler de pétrole au sens large. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous parler de pétrole. Qui l'eût cru? Exactement. Un sujet un petit peu qui est très, très, très touffu. Mais en ce moment, tout le monde y goûte. Hein. Oui. On peut en parler, nous aussi, on roule électrique, mais on n'est peut-être pas au premier rang, mais on va y goûter par les vagues successives qui vont faire que quand le pétrole augmente, c'est pas bon pour personne. Non, parce qu'on oublie souvent, on associe souvent l'augmentation du prix du pétrole à l'essence qu'on met dans nos voitures, quand on a des voitures à essence, mais on oublie trop souvent que beaucoup de biens que l'on consomme sont très dépendants du pétrole. Je vais prendre un exemple. Les carottes, ça peut être les carottes, ça peut être les de Californie, ça peut être les fraises de Californie. Il faut des fertilisants pour les cultiver. Donc, les fertilisants, c'est du pétrole. Il faut des machines agricoles. Donc, c'est du pétrole. Il faut des camions pour le transporter, tout ça, c'est du pétrole. Il faut réfrigérer, tout ça, c'est du pétrole. La plupart du temps, quand on n'est pas au Québec. Et puis, il faut du plastique pour les emballer et c'est du pétrole aussi. Donc, quand vous consommez à l'épicerie vos fraises ou vos carottes qui viennent de Californie, vous avez consommé beaucoup de pétrole. Même si vous roulez électrique, vous allez payer une différence de prix. Et puis, avec tout ce qui se passe, on ne sait pas trop comment va évoluer le prix. On a une petite idée. On sait qu'en général, quand il y a des crises pétrolières, ça finit quand même par se résorber, mais ça revient. Ça revient, mais rarement où c'était avant. Rarement où c'était avant. Puis, il y a une raison à ça. C'est que le pétrole, c'est pas c'est pas quelque chose, une énergie qui est infinie. Hein. Il y en a une quantité limitée. Et puis, le prix est en fonction du marché, donc de ce qu'on est prêt à payer et de la demande par rapport à l'offre. Donc, ce qu'on remarque, c'est que plus il y a de demandes, évidemment, plus le prix augmente. On va aller faire de nouvelles explorations, puis on va trouver de nouvelles réserves de pétrole, mais ça coûte de plus en plus cher pour l'extraire. Avant ça, le pétrole conventionnel qu'on trouvait facilement dans les champs au Texas, on creusait, puis ça jaillissait. C'était facile. Aujourd'hui, on est dans du pétrole de schiste, du pétrole du bitume, des sables bitumineux de l'Alberta. On est dans du pétrole qui est sous les fonds océaniques, donc ça coûte très cher à extraire et ça prend de plus en plus d'énergie. Il arrivera un moment donné où l'énergie que ça va prendre pour extraire va être autant en quantité que l'énergie que ça va nous donner. Donc, il y a une limite à tout ça. Ce qui fait que ça perturbe tous les flux de l'économie et ça nous impacte tous puisque tôt ou tard, l'économie va devoir réduire. Et on le voit d'ailleurs avec les compagnies aériennes en ce moment, ce qu'elles font. Ouais. Elles ne peuvent pas indéfiniment augmenter le prix des billets parce qu'elles vont perdre le marché. Donc, elles vont rationaliser leurs opérations en fusionnant certaines lignes, en supprimant, tout simplement certaines lignes. Et on va voir donc une réduction, du volume de lignes et de kilomètres parcourus en avion. Oui, parce que c'est pas tout de dire on va transférer le prix au consommateur. Il y a une capacité de payer aussi du consommateur. Et on comprend très bien que pour le voyage, le déplacement en avion, qui est un luxe, c'est plus facile à couper dans la voiture parce que notre réflexe, Laurent, c'est, on dit souvent, il n'est pas encore assez cher le pétrole. Oui. À preuve, on augmente, puis les gens consomment autant. Donc, c'est comme si l'augmentation du prix n'avait pas d'impact, peut-être pas beaucoup sur ce qu'on va mettre dans notre véhicule à la pompe parce qu'on doit quand même se véhiculer et on n'a comme pas le choix, mais tout ce qui est secondaire, le voyage en avion en était un bel exemple, on va peut-être remettre en question le voyage. Si le billet, au lieu de coûter 1 000 $, est rendu à 3 000 $, peut-être dire, famille de cartes, c'est rendu à 12 000, peut-être qu'on va revoir le voyage. Et ça se démontre très bien. Il y a un conférencier qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur français, consultant et reconnu pour les questions d'énergie et climat. Lui, donc, il établit un lien très fort entre la quantité de pétrole disponible et la taille de l'économie mondiale. Donc, moins il y aura de pétrole disponible, plus l'économie va se réduire. Alors, notez bien ça parce qu'on va pouvoir en reparler. Alors, ça m'amène au point suivant. En roulant électrique, on en parle souvent, une efficacité énergétique, c'est-à-dire d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule à essence, qui est d'un rapport de 1 à 4. C'est pas rien. C'est-à-dire que si on met la même quantité d'énergie dans une voiture à essence ou dans un véhicule électrique, on va faire 3 à 4 fois plus de distance avec le véhicule électrique. Et ça, quel que soit le type d'énergie qu'on utilise pour produire notre électricité. C'est ça qui est très important, hein.
J'entends souvent des détracteurs de la voiture électrique me dire « Oui, mais si c'est pour faire du pétrole, utiliser du pétrole ou du charbon pour fabriquer l'électricité puis ensuite la mettre dans la voiture, ça ne sert à rien. » Eh bien non, ça ne sert pas à rien parce que, comme je vous le dis, la quantité consommée par un véhicule thermique versus un véhicule électrique est de 3 à 4 fois. Donc, ça veut dire qu'on perd énormément en chaleur. Oui, cet exemple-là, Laurent, il y a quelques années, il y avait eu aussi le débat par rapport à l'électrification des transports aux îles de la Madeleine, où on disait que c'est ridicule de mettre des autos électriques aux îles de la Madeleine. Ils produisent leur énergie à l'aide de génératrices. Mais même dans ce scénario-là, disons un chiffre hypothétique, 2000 voitures sur les îles de la Madeleine, 2000 voitures électriques, qui se recharge avec de l'électricité fabriquée avec la grosse génératrice qui alimente les îles de la Madeleine, a moins d'impact environnemental et consomme moins d'énergie que le même nombre de véhicules s'il était à essence. Donc, bien sûr que c'est plus écologique et plus environnementalement et énergétiquement intelligent d'y aller avec une énergie qui est fabriquée de façon propre. Mais même lorsqu'elle ne l'est pas, c'est encore avantageux et c'est ça qu'on oublie trop souvent. On fait souvent le parallèle. Ben non, c'est pas bon au Texas, les autos électriques. L'électricité est faite avec du charbon. Mais non, même dans ce cas-là, ça a été démontré. Ouais. Absolument. Donc, la voiture électrique n'est pas une mode, c'est une réponse à une contrainte physique. Et cette contrainte physique, c'est la limitation qu'on a à produire et à extraire du pétrole du sol. Et je trouve que toute cette énergie qu'on n'utilise pas, qu'on ne perd pas en fait en chaleur dans une voiture thermique, toute cette énergie-là peut être utilisée plus intelligemment ailleurs, dans d'autres secteurs de l'économie, comme par exemple pour se chauffer, pour ceux qui n'ont pas le luxe de pouvoir se chauffer à l'électricité. Il y a beaucoup de pays, de zones, en tout cas de régions dans le monde. Et pour le chauffage, le rendement est bien meilleur en combustion que dans une voiture. Donc ça, c'est un des gros avantages en fait, qu'on retrouve avec la voiture électrique. On pourrait aussi, dans un scénario où on utilise mieux les différentes sources d'énergie, lorsqu'on a des manques momentanés ou des besoins ponctuels, venir utiliser une source d'énergie autre que l'électricité, comme le pétrole à ce moment-là. Si c'est le seul moment dans l'année que tu utilises le pétrole, c'est, je ne sais pas, moins 5 matinées où il fait très froid, puis t'injectes de l'énergie dans le réseau à partir du pétrole. On serait beaucoup plus gagnant que d'utiliser du pétrole pour nos déplacements quotidiens, pour des millions de voitures, comme c'est le cas actuellement. Effectivement. Et donc, pour résumer, en roulant électrique, premièrement, on ne va pas être au premier front, disons, en ce qui concerne l'augmentation du prix des carburants. On le vit bien actuellement, toi et moi, et plein d'auditeurs. Ouais. D'ailleurs, tu sursautes quand tu vois le prix de l'essence, et moi aussi, parce que je ne le regarde pas souvent, et donc je vois l'évolution. Ouais. Et quand j'ai vu que ça avait passé 2 $ dans la région de Montréal aujourd'hui, eh ben, j'ai sursauté parce que la dernière fois que j'avais regardé, c'était 1,80 $. Et donc, on n'a pas cet impact direct, on n'est pas au premier plan, même si on va être impacté par tout le reste, par ricochet. Et en même temps, en n'utilisant pas cette source en fait d'énergie, eh bien on la laisse pour d'autres applications qui sont pas mal plus intelligentes que de brûler de l'essence dans un véhicule électrique qui va produire essentiellement de la chaleur. Laurent Gigon, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. À très bientôt. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydrosolutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty, Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydrosolutions, leur mission, vous simplifier la vie. Ça faisait longtemps que je voulais parler de Cadillac. Et puis, il y a différents modèles, comme vous le savez, de Cadillac sur nos routes, la Lyriq, l'Optique. Et puis, particulièrement l'Optique qu'on commence à voir de plus en plus. Puis, il y a eu des amis à moi très proches qui ont fait l'acquisition de cette voiture-là en me disant « Hey, écoute, Martin, regarde les prix de ça, là, compare avec d'autres véhicules.
on a de la qualité, on a du luxe, puis pas vraiment, voire même pas plus cher que d'autres modèles. Tu sais, dans l'idée, dans l'imaginaire collectif, Cadillac est une voiture de luxe et qui va nous coûter cher. Ça reste que c'est une belle voiture, mais qui est intéressante et je pense qu'on la néglige quand on fait le tour quand on fait notre analyse puis qu'on regarde les modèles qui s'offrent à nous. Souvent, on met Cadillac de côté en se disant « ça va être trop cher ». Détrompez-vous. J'ai deux propriétaires de Cadillac optique avec moi aujourd'hui. Premièrement, à distance, Emery Bélanger, bonjour. Bonjour. Et en studio avec moi, Éric Masson. Bonjour, Éric. Allô. Donc, deux propriétaires d'optique. La première question pour vous, messieurs, vous allez voir, est simple. Pourquoi avoir choisi un Cadillac optique? Qu'est-ce qui vous a amené, Emery, toi? Qu'est-ce qui t'a amené vers ce modèle-là? Moi, là, pour commencer, en 2024, j'avais quasiment changé pour un Blazer RS. Puis là, maintenant, ils m'ont taquiné sur le prix, ça ne faisait pas mon affaire, fait que j'ai mis ça sur la tablette. Puis là, à un moment donné, l'optique est sortie, puis j'en ai pas eu connaissance. Puis à un moment donné, là, je me suis dit, c'est le prix entre l'Equinox et le Blazer. C'est juste entre les deux, parce que l'Equinox, c'est entre 49 et 59. Puis le Blazer, c'est entre 59 et 69. Puis l'autre était juste entre les deux. Puis le Blazer, je le trouvais gros un peu pour la batterie, parce que j'avais entendu dire un petit peu là, qu'il y avait des problèmes de... ça consommait beaucoup plus parce qu'elle était plus pesante. Fait que là, à un moment donné, puis là, c'était le prestige un peu d'avoir une fois dans ma vie une Cadillac. On n'y échappe pas, c'est le fun, c'est-à-dire qu'on se promène. Comme disaient nos parents, nos grands-parents, en caddie, on se promène en caddie. Toi, Éric, pourquoi être allé vers ce modèle-là? Ben, comme je t'expliquais tantôt, au début, je magasinais plus pour Ioniq 5. Puis c'est drôle, c'est une publicité sur Facebook de Cadillac. Puis qui avait le prix indiqué, je dis, oups, c'est le même prix. J'ai commencé à regarder, comparer. C'est exactement la même dimension intérieure pour le véhicule. Moi, je mets juste pied 6, donc c'est un problème de grandeur. Pour moi, de trouver un véhicule qui puisse rentrer dedans. Donc, en regardant la comparaison des équipements, finalement, le Cadillac était pas mal, je trouve, l'équivalent des deux modèles. Puis je les ai essayés, les deux, au Salon des véhicules électriques en mai, je crois, mai dernier. Donc, dans le même parcours, un en arrière de l'autre. Donc, là, dans les rues de Montréal, bossé. Donc là, je trouvais que le Cadillac était toujours une coche en haut du Ioniq. Puis là, fil en aiguille, mais j'ai acheté le Cadillac. C'est comme ça que ça. Puis comme aussi, j'ai ma Cadé. Puis c'était comme un secret mal gardé chez Cadillac, parce qu'au début, j'en voyais pas beaucoup sur la route. Puis là, tranquillement, on commence à en voir. On voyait plus de lyrique que d'optique. Mais justement, pourquoi être allé vers l'optique plutôt que... Avez-vous regardé aussi pour un autre modèle de Cadillac, le Lyriq, ou c'était vraiment l'optique? C'était le coût aussi. Le Lyriq est rendu comme 73 000 là, qui commence, je pense. Oui, c'est puis au niveau du look, je trouve que c'est vraiment l'optique dans, je dirais, toute la gamme Cadillac qui est jolie à regarder. Parce qu'après ça, tu tombes avec les gros véhicules. Ça ne va pas avec les IQ, parce que c'était un monstre. Là. Mais au niveau du format, c'était le format que j'aimais bien. Puis le look aussi, ça allait mieux avec mon plaisir visuel, si on veut, puis le confort aussi, ça, c'est fou. Là. Un coup, tu conduis, surtout à conduire un électrique, tu te retournes avec un véhicule à gaz, tu ne veux plus jamais retomber en arrière. Ça, c'est clair. Ben, écoute, puis en fait, Emery, je vais te poser cette question-là parce que tu l'as dit tantôt, il y a aussi l'idée de pouvoir dire « j'ai eu une Cadillac dans ma vie », mais oui, il y a le nom, là, tu sais, mais au-delà du nom, ça reste que pour les avoir essayés, là, c'est nettement mieux fini que le Blazer, par exemple. Moi, j'ai un Blazer, je le sais, c'est quoi le Blazer, là? C'est mieux fini, c'est confortable. Ces aspects-là, ça se dément pas, là. Tu roules avec une, comment tu définirais le confort puis le luxe de ce véhicule-là? J'avais essayé l'Equinox, puis j'ai essayé le Blazer, puis quand j'ai essayé l'optique... Suite, là, les yeux m'ont ouvert, mais je dis, tabarnouche, c'est pour le prix. J'ai dit, on est pas mal mieux que le Blazer, à mon idée. Puis l'équipement faisait mon affaire, là. Fait que, non, c'est une belle voiture, là. Ça a des petits défauts, mais à part de ça, là, je n'ai rien à dire contre ce véhicule-là.
On va en parler tantôt, des petits défauts. Mais avant de se rendre là, on va parler de quelque chose de base. Quand on s'achète une voiture électrique, c'est souvent la première question qu'on nous demande, l'autonomie. Donc, vous avez eu votre auto avant l'hiver, puis donc vous l'avez eu en été, en hiver. Donc, je vais te poser à toi la question, Éric, là, le côté autonomie, comment tu décrirais ça? Comment ça va? Qu'est-ce que ça donne dans le test de la vraie vie? Là, pas les livres, là, la vraie vie. Ben, en été, ça fait qu'est-ce que les spécifications vont donner, mais je te dirais un peu plus que les données du fabricant, quand je le recharge. Ils sont de 486, je pense, à 80%, je pense. Oui, 486, 489, là, puis pas mal souvent, ça. j'ai une petite affaire plus quand ça, je c'est pars. à 80%. Ouais, l'été. Okay. Souvent, j'ai 494 l'été. Puis ça se maintient assez bien. Puis moi, je fais beaucoup plus pour le travail. C'est comme un mix trafic. Puis le soir, souvent, je vais chercher des fois. Là, j'ai réussi à faire, je pense, c'est du 7,2 km kilowatts. Ça fait 14 points quelque chose. Puis avec le trafic, la régénération. 14? Oui. OK, c'est très bas. Là, avec la régénération, à one pedal, ça, c'est magique. Là. Puis ça en était vraiment, je suis capable, avec le trafic, ça, c'est drôle. Quand tu pognes du trafic, c'est là que l'auto va chercher son maximum. Si tu fais avec du highway. Oui, c'est ça. L'auto électrique, c'est l'inverse d'une auto à essence. C'est plus économique en ville ou dans un contexte où tu vas pas trop vite, puis tu ralentis, puis tu repars, puis tu ralentis, puis tu repars. Contrairement à de l'autoroute où là, tu fais juste décharger la batterie. Donc, ça se décharge bonne plus performance l'été. En hiver, sur l'usure normale, selon la température, le confort que tu vas avoir dans le véhicule, la vitesse que tu roules, je dirais une perte de 40% facile. Là, pas mal ça. Là. Moi, je recharge tous les soirs parce que pour le travail, je fais 100 km par jour, puis souvent à 50%, on monte à la recharger l'hiver, au cas où tu as besoin de faire quelque chose d'urgence. Là. Mais à date, j'ai jamais eu de problème ou de mauvaise surprise. Souvent, l'usure, comme à soir, là, pour venir ici, c'est resté pas mal à 2-3% près de la prévision. Ouais, assez fiable dans sa prévision. Ouais. C'est ça, donc, l'autonomie est bonne, c'est pas un problème, c'est assez respectueux de ce qui est annoncé aussi. Là. Ben, je pense qu'on rendu en 2025-26, les manufactures commencent à être un peu mieux alignées. Là, pour avoir roulé électrique il y a 14-15 ans, je peux vous dire quand ce qu'ils annonçaient puis ce qui se passait. Je ne sais pas dans quel contexte ils testaient ça, eux autres, là, mais d'après moi, c'est dans une pente en descendant que le vent dans le dos. Mais aujourd'hui, c'est assez fiable. Maintenant, on va parler peut-être du côté de la puissance du moteur. On nous annonce un véhicule qui a 440 chevaux, puis 498 livres-pieds de coupe. Ça, c'est le 2026. Pour le 2026. Ouais. Vous avez 300, des 2025? 300 force. 25, oui. Ouais, c'est quoi, 300? 300. C'est 300 force. Ouais. OK. Et comment vous trouvez, Émery, comment tu trouves la réponse du véhicule quand tu passes sur l'accélérateur? Numéro 1, parce qu'avant d'avoir ma boîte, moi, j'avais un Verano avec un 2 litres turbo qui donnait 300 force aussi. Et c'est pas mal dans la même gamme que... Bon, mais c'est certain que l'électrique est plus prime pour partir. Là, mais, puis quand tu accélères fort, là, ça a un gros pouvoir, là, plus que mon 2 litres sur Même je roule quasiment l'année avec mon mode personnalisé qui est tout en mode hivernal, donc j'ai comme une accélération plus lente, mais quand tu le mets en mode sport, je trouve qu'il y a un petit peu de... On le sent dans le volant un petit peu. Il y a comme la distribution de la force. Ouais. Des fois, elle est un peu en avant, puis il aurait pu être en arrière. Donc, on le sent dans le volant avec l'accélération. Le char, on dit qu'il veut lever un peu. On perd un peu. Ouais. C'est comme surprenant. On n'est pas habitué d'avoir des autres. Dans mon cas, j'avais une Sonata, donc c'était pas très puissant, puis ça ne voulait pas avancer. Tandis que là, c'est moteur DC. Là, c'est direct. Hein, puis là, on le sent. T'écrases dans le banc. Dire qu'il y en a qui pensent que parce que c'est électrique, ça ne veut pas avancer. Ça peut toujours rire dans le contraire. Mais bon, on va les laisser dans leur ignorance, comme on dit. Oui, c'est ça. Côté charge rapide, l'avez-vous essayé sur des bornes rapides? Et qu'est-ce que ça a donné comme performance? Pas moi. Pas toi? Moi, je l'ai essayé une fois. C'était une charge point partagée. J'étais tout seul, mais elle a quand même donné 62 kW. C'était à la moitié. Là. J'ai été vraiment au maximum que la borne pouvait donner. Je n'ai pas testé sur une borne comme 180. Je peux vraiment tester la limite du 150 kW. Mais c'est 150 selon soi. C'est très semblable au Blazer, dans le fond, comme performance. Là. J'ai jamais eu l'occasion. Même en hiver, j'ai chargé en automne, mais pas en hiver encore.
On l'a abordé un peu rapidement tantôt, mais quand même, l'espace cargo, c'est quand même assez vaste. Là. C'est une voiture il y a de l'espace là-dedans. J'ai ici dans les specs le 1614 litres de cargo, c'est bien ça. Donc, c'est pas une petite voiture. Non, c'est pas une petite voiture. Tantôt, c'est Emery, je pense, qui disait qu'il trouvait le Blazer gros. C'est plus petit que le Blazer? Oui, c'est la même affaire que l'Equinox, en fin de compte. C'est la même plateforme. Fait que c'est... Un petit peu plus petit, ouais. Et il y a plusieurs déclinaisons de l'optique. Donc, il y a le sport, je vais vous demander, à tour de rôle, quel modèle vous avez, toi, Emery? C'est quel modèle que tu as? J'ai le Sport 1. Le Sport 1? Oui. C'est parce que tu as le Sport 2, puis le Luxury 1, puis le Luxury 2. OK. Et donc, toi, tu as le Sport 1. Et qu'est-ce que ça inclut? Là? Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur le Sport 1 que tu n'as pas sur le Luxury 1, par exemple? Mettons, la vitesse projetée dans le windshield, ce qu'il y avait pour de ça. Il n'y a pas grand-chose de différence, là, moi, j'ai trouvé là, pour 2-3 000 piastres. D'abord, il y a déjà trop d'équipements dans le Sport 1 pour rien. Fait que, et toi, moi, j'ai le Sport 2. Ben, ça, je pense avec le Luxe. Le Luxe, je pense que tout est du chrome sur les garnitures. Ouais, c'est le ça. Sport, c'est noir. Okay. Puis, on parlait tantôt des petits problèmes. Certaines garnitures, ils pèlent. Ah ouais? Ils tombent sur le chrome en dessous. Donc, ça met une peinture par-dessus le chrome. C'était pas très lisse, surtout en avant près du pare-choc. Je pense que le Sport 2, c'est le siège ventilé en avant, conducteur passager, le toit panoramique. Puis j'ai les head-up display. Je ne sais pas s'il venait standard avec le Sport 1, mais j'ai pas mal ça. Oui, c'est standard panoramique aussi. Il n'y a pas le système de son ambiphonique? Ça se peut-tu? Non, là, c'est de standard. Ça, c'est standard. AKG, c'est standard. Ouais. Tu l'as abordé un peu par la bande, Éric. Tu dis, bon, peut-être qu'il y a de la finition. Dans le cas du sport, ils ont peinturé par-dessus le chrome. Mais globalement, la qualité de finition puis d'assemblage du véhicule, comment on décrit ça? C'est-tu bien fini? C'est la qualité d'assemblage? C'est-tu lousse? Y a-tu des... Comme on dit dans le jargon, des petits rattles, là, des petites vibrations, des pièces qui craquent? Non, je n'ai pas encore vu quelque chose. J'ai comme une boîte dans la valise en arrière qui shake un peu. C'est lui qui fait du bruit, le matériel qui est dedans. Mais à part de ça, non. C'est pas le véhicule en tant que tel. C'est ça. Toi, Emery? Non. Qualité de fabrication, moi, c'est silencieux. J'ai pas de zing-zing. Là. Des fois, là, on atteint des craquements. Non, je n'ai pas eu ce trouble-là. Même l'hiver, quand il fait froid comme cette semaine, là, des fois, là, mais non, je n'ai pas ce problème-là. Si on parle maintenant de technologie embarquée dans le véhicule, donc l'interface d'infodivertissement, GPS, voire même le système de conduite semi-autonome ou le cruise adaptatif. Donc, j'imagine que vous avez le Super Cruise là-dessus, c'est ça? Oui. Moi, je ne l'ai pas essayé par exemple. On ne reste pas en ville, nous autres, on reste en campagne, fait qu'on fait pas d'autoroute souvent, fait que j'ai fait un petit bout d'autoroute, puis je ne l'ai pas essayé parce que je venais de l'avoir. Puis toi, Éric, est-ce que tu l'as essayé? Je l'ai essayé à quelques reprises, mais étant donné que je m'en sers beaucoup plus pour le travail, 5 heures du matin sur le métropolitain, c'est un petit peu stressant. C'est pas le temps de faire des tests. Surtout que j'avais oublié ce qui faisait le changement de voix tout seul. Il m'avertit, je vais changer de voix. Non, tu ne changeras pas de voix, je tourne du coup sur le volant. Mais c'est plaisant quand même. Ça arrive des fois qu'il y a des petites pertes quand on parle des données cellulaires, entre autres. Il va y avoir un petit warning, il faut dire prendre contrôle. Sinon, à part ça, c'est sûr que quand ça prend un virage, sur le coup, tu n'es même pas loin du volant. Mais au moins, il ne t'avertit pas comme certains autres modèles. Ça prend un contact permanent avec le volant. Lui, tu peux vraiment le lâcher. Moi, souvent, c'est le moment que je vais manger une barre tendre. Je fais d'autres choses dans l'auto. Je peux regarder en avant, mais je peux travailler main libre sans faire d'autres choses. Puis évidemment, le Super Cruise, c'est pas propre à ce véhicule-là. Plusieurs véhicules Chevrolet, GM ont le Super Cruise. Et c'est un système qui est passablement efficace. En tout cas, en général, les jeunes l'apprécient moi, je l'ai beaucoup. trouvé. Puis même, c'est précis. Là. Tu sais, soit tu t'en vas, puis mettons, tu vas traverser ta ligne blanche ou tu vas aller sur le côté un peu. Il t'avertit, il t'envoie une tasse de café dans l'écran en voulant dire reste réveillé. Puis l'interface, donc,
comme bien des véhicules modernes maintenant, beaucoup de paramètres, c'est plus des boutons, c'est dans l'écran, il faut aller dans les menus. Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que ça répond bien? Est-ce que c'est rapide quand on pèse sur les boutons? Comment tu trouves ça, Emery? Moi, je trouve que c'est moins compliqué ma Cadillac que ma Bolt. J'avais plus de misère avec ma Bolt là, sur l'interface, puis de trouver plus de choses sur ma Cadillac que sur ma Bolt. OK. Puis toi... Je trouve ça bien. C'est aussi un système embarqué Google. C'est pas Android Auto. Non, c'est Google Automotive. Oui, puis toutes les données sont dans l'application comme de Map. Donc là, tu vois toutes les bornes disponibles, puis tu as le restant de ta batterie à rendre à destination. Puis sur mon téléphone, je vois la même chose. Quand j'arrive à céduler un parcours, mais je vois ma batterie comment elle est présentement. Puis sur le téléphone, je peux voir comment il va m'en rester. Comme tout est linké dans le code. Oui, tout est connecté ensemble. Puis quand en roulant, tu vois tes bornes. Ça, c'est pratique pour ça. Au niveau de l'interface, c'est sûr que des fois, quand on écoute la musique sur Spotify, je veux revenir à la radio. Il faut revenir 3-4 fois en arrière. Souvent, je fais « Hey Google », puis je dis une poste de radio, puis il me le syntonise tout seul. Ouais. C'est moins long que de commencer à jouer avec l'écran. C'est ça. C'est un petit peu l'enfer pour ça. Je vais vous parler des mises à jour. Les véhicules, maintenant, c'est des ordinateurs avec des roues. Là. Souvent, il y a des mises à jour à faire. Certaines chez les concessionnaires, d'autres qui se font over the air, donc qui sont faites par onde, c'est-à-dire par onde cellulaire. Là. Donc, pendant que votre voiture est chez vous connectée pendant la nuit, il y a une mise à jour qui est poussée dans le véhicule. Est-ce que vous en avez eu des mises à jour à faire, soit chez le concessionnaire ou automatiquement? Est-ce que ça s'est bien passé? Toi, Éric? J'en ai eu 2 qui m'étaient suggérés, j'ai fait à la maison. Ça a duré 15 minutes. Je pense que c'est plus l'interface, l'infodivertissement qui se met à jour. Puis quand j'ai été au concessionnaire pour faire une réparation, en même temps, ils ont pris le temps de faire 2 mises à jour. OK. Donc, c'était le module télématique, je pense, qu'ils mettaient à jour, puis c'est une autre chose. Toi, Emery, est-ce que tu as eu des mises à jour? Moi, j'en ai eu une automatique là, que j'ai payée chez Python, puis j'ai fait ce qu'ils m'ont dit, puis ça a été le numéro 1. Ça s'est fait tout seul. Ça n'a pas été compliqué. Ouais. C'est non. Ça. Puis, parce que c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Là, dire, mettons, je connais pas bien ça. Si je paye ces mauvais Python, ça va-tu marcher? Ça va-tu bloquer, genre? Puis mon auto partira plus. Il y en a qui ont peur. Je vais rester embarré dans l'auto. Oui, c'est ça, comme il y en a qui disent. Là, faire attention, tu restes pris dans l'auto, les portes ne débarrent plus. Mais non, les mises à jour se font bien. Oui, vas-y, Emery. J'ai pas eu de trouble là, chez les mises à jour. Il y a juste la seule mise à jour, j'ai eu des problèmes que je n'ai pas réglé encore parce que je n'ai pas retourné au garage. C'est pour ma pression des pneus. Quand j'ai fait poser mes pneus, j'ai apporté mes mags puis mes pneus, puis le gars n'a pas mis tout à fait la bonne pression dessus. Fait que j'ai mis mes tailles, puis après ça, j'ai mis la pression dessus. Puis la pression est restée sur l'ancien chose de, me semble, 236 ou 240, me semble, de kilopascal. Fait que, puis j'ai remis de l'air dessus, puis j'ai pas de garde de les reprogrammer à 290. Fait que là, c'est pas un gros problème. Des fois, c'est TPMS sur les nouvelles roues, c'est ça. C'est un problème de TPMS, là, je pense. En terminant, parce que oui, le temps file très vite, l'auto a des beaux côtés, mais pas parfaite. A sûrement des petits défauts aussi, parce que là, c'est sûr, vous l'avez, vous l'aimez, puis je vous comprends pour l'avoir essayé, c'est une bonne voiture. Petits défauts, êtes-vous capable de trouver quelques petits défauts? En as-tu des petits défauts, cette voiture-là? Emery, je sens que tu as de quoi dire. La trappe à recharge. Ah oui. Comme là, il a venté beaucoup, il a neigé, puis là, tu vois, l'après-midi, je suis venu fermer la trappe. Il avait rentré de la neige, elle voulait tout fermer. Fait que là, j'ai trouvé d'aller chercher un tournevis, puis enlever la neige vis-à-vis de la trappe pour le faire. C'est la deuxième fois que ça arrivait. L'autre jour, je l'avais fait avec mon doigt, j'avais réussi, mais là, il y avait trop de neige dedans, puis elle a pacté, j'ai pas de garde d'aller chercher le petit moton. Fait que ça. C'est une trappe motorisée comme le Blazer, ça, qui sort là, puis qui descend? Non, c'est juste comme de côté. OK, de côté. Au moins. C'est une trappe qui ouvre comme mais c'est motorisé. Elle est électrique. Ouais. Fait que... Puis toi, aussi, la trappe. Moi, ça en été, quand mon auto, c'est une couleur noire au soleil. Elle s'ouvre mal à l'accroche dans le panneau de carrosserie. Il faut que je l'aide. Sinon, elle va se refermer tout de suite. Donc, puis quand il fait froid, correct. Donc, j'attends au printemps pour aller au concessionnaire. J'ai eu exactement. Moi, j'ai eu un problème parce que sur le Blazer, c'est aussi une porte motorisée, mais qui descend. Là, c'est le pire design d'ingénierie. Je ne peux pas croire qu'un Nord-Américain, ça va bien marcher partout. Là. Et ben, effectivement, il y a eu un problème. Là. En fait, moi, c'est que
l'intérieur, là, une fois que la porte est ouverte, là, l'intérieur, c'est comme en plastique, là où tu vas te brancher. Ça tient avec des petits rivets de plastique. Là, c'est comme popé en dedans. Puis ils ont cassé, puis donc tout tombait. Là, fait qu'ils me l'ont changé, mais quand ils l'ont changé, la porte a été comme un petit peu mal ajustée, ce qui fait que quand elle ouvrait et elle fermait, elle frottait sa carrosserie. Fait que là, moi, c'est... Avant qu'elle brise, ça allait bien. Là. C'est eux autres, quand ils l'ont changé, qu'ils l'ont posé croche. Fait que le lendemain, je suis retourné chez le concessionnaire, puis ils me l'ont ajusté tout de suite. Là. Ça n'a pas été compliqué. Là. Ils me l'ont ajusté, puis là, ça fait plus le problème. Mais ça reste que, effectivement, sur ces modèles de véhicules-là, la trappe, c'est un drôle. Surtout sur une voiture qui a autant de technologie, je peux pas croire qu'à quelque chose de base comme une porte, là, on a manqué notre coup sur la porte. L'auto communique avec Internet, puis se conduit tout seul, mais une porte, c'est avec une peinture, ils l'ont manqué. C'est quand même une des raisons aussi pourquoi je n'ai pas acheté de Blazer quand là, je me suis mis à penser à ça, là, cette porte-là. J'ai dit, ça va faire quoi l'hiver? Là? Puis là, j'ai eu quelques personnes qui ont parlé là, sur Internet et disant là, ça va être spécial. Faut la protéger. Moi, j'ai jamais eu de problème, mais j'ai acheté un truc pour la protéger l'hiver. Là, je la protège parce que j'ai pas de garage. Là, puis c'est clair que si la neige rentre là-dedans, t'es foutu. On va se quitter sur une belle note. Vous allez quand même me dire la plus grande qualité de cette voiture-là, c'est quoi, Emery? Le confort et le silence dans l'auto. D'accord. Oui, bien d'accord. On dirait que, je sais pas, c'est niaiseux à dire, c'est comme zen. Je roule moins vite avec cette auto-là, je me reprends mon temps, pas pressé. Ouais, on ne veut pas sortir de l'auto. C'est comme un salon. Tu es assis dans ton salon. Ouais, c'est comme ça. Tu n'étais pas énervé. Puis, évidemment, les gens qui nous écoutent, vous ne le voyez pas, mais Éric est grand. Là, 6 pieds 6, 6 pieds 6. Ouais. Donc, pour être confortable à 6 pieds 6 dans une voiture, il faut que la voiture soit spacieuse puis bien aménagée. Là. Puis, effectivement, c'est un salon qui roule cette bagnole-là. Ben, écoutez, vous avez été super gentils. Donc, j'invite les auditeurs qui nous écoutent à pas nécessairement dire je vais aller m'acheter une optique, mais de garder en tête que cette voiture-là existe et que non, contrairement à peut-être ce que vous pensiez, c'est pas une voiture hors de prix. Elle s'inscrit, on l'a dit tantôt très bien, là, en fonction de la déclinaison du véhicule. Elle peut s'insérer entre le prix de l'Equinox et du Blazer. Là. Donc, on est loin d'être une voiture à prix faramineux. Elle est luxueuse, elle est confortable, elle est bien garnie en technologie. Donc, c'est définitivement un modèle de véhicule à mettre dans sa liste de véhicules à aller voir avant de faire un choix final. Donc, Emery Bélanger et puis Éric Masson, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de trop. Vous conduisez un véhicule électrique ou hybride? Votre atelier Napa AutoPro NextDrive a la solution pour son entretien et ses réparations, tout en gardant votre garantie du manufacturier. Chez NextDrive, nos techniciens sont certifiés et formés aux technologies de demain, utilisant les outils et les logiciels les plus récents, et ce, pour toutes les marques et tous les modèles. Que ce soit pour une inspection annuelle, une réparation spécialisée ou des conseils sur votre véhicule électrique, votre centre de service Napa AutoPro NextDrive vous offre un service personnalisé, fiable et rapide. NextDrive, le réseau national d'ateliers Napa AutoPro indépendant certifié pour les véhicules de nouvelle génération avec une garantie qui s'étend partout au Canada. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et donnez à votre véhicule le service qu'il mérite. Visitez le napanextdrive.ca. Votre véhicule électrique vous dira merci. NextDrive, votre solution pour l'entretien et la réparation des véhicules électriques. Les Réflexions branchées sont une présentation de Roger Bénard Rénovation, votre entrepreneur qui roule 100% électrique. Pour plus d'informations pour vos travaux, contactez le 514-692-8807 ou contactez le rogerbénardrénovation.com. Les Réflexions branchées de Claude Gauthier. Je regardais la photo de la Terre à partir de la mission Artemis, qui est en fait notre vaisseau spatial. Hein? La Terre, on pense pas à ça, mais c'est la seule place dans l'univers où on peut vivre, à l'abri de bien des choses, on a juste enlevé l'atmosphère, puis on va mourir, ça sera très pas long. Je pensais justement à combien l'équilibre est fragile. On la prend pour acquise,
Mais ça prendrait qu'un bouleversement pour tout faire chavirer. Par exemple, une immense météorite, ou peut-être un changement plus lent qui ferait que le climat devienne invivable pour les humains. C'est beau vu de loin, c'est silencieux, une petite bille bleue suspendue dans le grand rien. On a l'impression que c'est solide, ça va durer toujours. Mais quand on zoome un peu, quand on descend au niveau du plancher des vaches, on se rend compte que le plus grand danger pour le vaisseau, c'est peut-être pas la météorite de l'espace, c'est plutôt l'équipage. Pour gérer ce rafio complexe, on a inventé un système extraordinaire et on a appelé ça la démocratie. L'idée de base était magnifique. On met tout le monde ensemble, on discute, on pèse le pour et le contre, la sagesse collective finit par l'emporter. C'est une belle théorie, sauf qu'on n'avait pas prévu l'algorithme. Aujourd'hui, en regardant les choses aller, je me dis que ça ressemble un peu à Facebook. Faites le test, allez sur votre fil d'actualité, essayez de publier une réflexion nuancée. Je mets ici l'accent sur nuancé, sur la transition énergétique, un texte fouillé sur la géopolitique ou encore une analyse complexe de l'économie. Vous allez peut-être récolter 3 gemmes, dont celui de votre sœur qui clique sur tout ce que vous faites par solidarité familiale et peut-être un commentaire d'un vieux chum du cégep. Maintenant, publiez une vidéo d'un chat qui tombe en bas d'une télévision ou écrivez une phrase en majuscule d'une lettre remplie de fautes d'orthographe pour dire que le gouvernement nous empoisonne avec les compteurs intelligents. Vous allez faire le tour du monde en moins de 2 heures, vous allez générer de l'engagement. C'est ça notre nouvelle arène politique. C'est pas le plus intelligent qui gagne. Ce n'est pas celui non plus qui a le plan le plus solide ou la vision la plus claire. Non, c'est celui que les gens comprennent le plus vite, puis surtout qui va faire avoir un effet. Puis on va se dire, là, c'est qu'il ne demande pas trop d'efforts neuronaux. Les réseaux sociaux, ou la nouvelle, on va dire, démocratie, c'est pas exactement des lieux de sagesse où le savoir et l'intellect se côtoient dans la joie et l'allégresse. C'est plutôt la foire aux vanités. C'est le royaume de l'émotion brute, taillée à la hache, la colère, la peur, l'indignation. Surtout l'indignation. C'est payant, l'indignation. Ça fait cliquer. Ça garde le monde captif devant son écran. Puis nos politiciens, ils ont compris la game. Ils ont compris que s'ils commencent à nous parler de la complexité des courants océaniques, les défis structurels de la dette publique, on va scroller vers le bas puis on va aller voir la prochaine vidéo de recette de poutine sur le barbecue. Alors, ils ont arrêté d'être intelligents. En tout cas, ils essayent pas trop. Ils parlent en slogan, en phrases courtes de 6 mots maximum. Ils pointent des ennemis imaginaires, des boucs émissaires faciles. Ils nous servent du prêt à penser, du pré-mâché, du facile à avaler. Le gagnant de l'élection, ce n'est plus le leader, c'est l'influenceur en chef. Celui qui a le meilleur mème, le meilleur clip de 15 secondes sur TikTok ou ailleurs. L'intelligence est presque devenue un handicap. D'être nuancé aujourd'hui, c'est suspect. Si tu prends le temps d'expliquer que la réalité, là, c'est gris, c'est pas noir ou blanc, ben là, on va te traiter d'élitiste, déconnecté. Le peuple, il veut du noir et blanc, du bon, du méchant, un gros bouton j'aime ou un gros bouton je suis fâché. Le drame avec notre petit vaisseau spatial fragile dont je parlais au début, c'est que les problèmes, là, ils se régleront pas avec des pouces en l'air. Les changements climatiques lents qui s'en viennent, l'acidification des océans, la perte de la biodiversité, ce sont des problèmes atrocement complexes. Ça prend de la science, ça prend de la nuance, du temps, des sacrifices, puis une intelligence collective pour s'en sortir. Ça prend des adultes dans la pièce. Mais on a transformé la pièce en une cour de récréation numérique. On confie les clés du plus grand défi de l'histoire de l'humanité à ceux qui crient le plus fort, qui font les meilleures blagues de mon oncle. On est en train de naviguer vers la météorite en s'obstinant sur qui a le meilleur filtre sur Instagram. C'est ça la démocratie à l'ère des réseaux sociaux. Un immense concours de popularité sur le pont du Titanic. J'aimerais bien vous dire que je suis optimiste. La sagesse va finir par triompher. La dernière fois que j'ai vérifié, la vidéo du chat qui tombe de la télé avait dépassé les 4 millions de vues. Pendant ce temps-là, le rapport du GIEC lui prend encore la poussière sur une tablette virtuelle. Bonne semaine.
Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Eh bien, ce week-end, c'est le Salon de l'Auto de l'Outaouais du 9 au 12 avril. C'est au complexe Branchot-Brière, au 499 boulevard Labrosse à Gatineau. Évidemment, les manufacturiers automobiles sont sur place. Il y a plein de modèles de véhicules. On peut faire des essais routiers, poser des questions, se renseigner. Place idéale pour faire un survol de l'ensemble des véhicules disponibles. Ensuite, le 16 mai, de 9h à 14h, c'est la journée de l'environnement de Prévost, le grand rendez-vous environnemental. C'est à l'école du Champ-Fleury, au 1135 rue du Clos Tout-Malin. C'est à Prévost. Kiosque d'information. Les gens de l'AVEC sont sur place. Vous allez pouvoir essayer des véhicules électriques de bénévoles également. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Éric Masson, Emery Bélanger, Laurent Gigon et Claude Gauthier. À la recherche, Martin Archambault, les chroniqueurs Stéphane Daou, Marco Dumais, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à l'AVEC, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydrosolutions, Précision PPF Vitre teintée, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Roger Bénard Rénovation, le balado Passé d'incomposé, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule. Les 10, 11, 12 avril, c'est le Salon de l'Auto de l'Outaouais, 5e édition. Véhicules à essence, électrique et hybride. 23 concessionnaires, plus de 170 véhicules. Et c'est routiers, conférences et plus encore. Nouveautés, véhicules récréatifs sur place. Complexe Branchot-Brière à Gatineau.